Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Après une formation de sculpture sur bois à l'école Boulle, Meryl Hamp mène un travail de création plastique et sonore aux Beaux-Arts de Paris-Cergy. Il conçoit le son comme un médium à sculpter en temps réel et improvise à partir de sources analogiques. Ses concerts sont comme de longs plans séquences révélant la composition immersive d'un espace. En ce mois d'avril 2024, Meryl Hamp est invitée par Gauthier Tassard et Arnaud Maguet, enseignants à la Villa Arson, pour un workshop avec l'Orchestre Inharmonique et un live pour une soirée noise. Bonjour Meryl Hamp, bienvenue sur Radio Arson. Bonjour. Aujourd'hui pour l'interview, je suis épaulé par Hélène et Areski. Tu as aujourd'hui une pratique essentiellement musicale, mais ta formation initiale est plutôt celle des écoles d'art. Dirais-tu que l'approche plasticienne du son qu'on peut avoir dans le monde de l'art contemporain continue à marquer ton travail ? Effectivement, je viens des écoles d'art, notamment première formation École Boulle à Nation à Paris, où j'ai fait de la sculpture sur bois pendant quelques années. Et ensuite, j'ai intégré les Beaux-Arts de Cergy. Et je prends ce médium comme un matériau à sculpter depuis les débuts. Donc pour moi, ouais, c'est quelque chose de plutôt plastique que tout de suite penser à des harmoniques ou des timbres. Moi, c'est vraiment plus des formes, des sensations, quelque chose de visuel, des images. Voilà, donc ça reste quand même plus plastique que des choses un peu classiques conservatoires, quoi. Tes premiers travaux s'intéressent aux allers-retours entre le visuel et le sonore, avec notamment de très poétiques empreintes moulage de son. Effectivement, ouais. Avant d'utiliser totalement le son comme matière, j'ai donc, vu que j'ai un background de sculpture, enfin sculpteur sur bois, on va dire, euh, il y a eu aussi une approche quand j'étais dans mon adolescence, j'ai joué de la batterie et du violoncelle. Et la batterie, c'est un instrument qui est resté longtemps comme intérêt à la fois pour mes recherches pour jouer et aussi pour la sculpture. En fait, à un moment donné, je me suis dit en jouant de la batterie, je me suis posé la question comment je peux mettre en volume matérialiser mes rythmes ou le son. Et donc, il y a eu un parallèle entre mes deux pratiques, la sculpture et la batterie, se sont croisées. C'est-à-dire qu'un jour, je me souviens, j'étais dans le garage de mon père et il y avait un sac de plâtre, de la terre glaise. Et là, je me dis, hop, je vais jouer de la batterie sur de la terre glaise. Je vais faire des rythmes et je vais couler du plâtre pour avoir un relief. Donc, il y a le négatif et le positif qui ressort à travers le plâtre. Et du coup, ça c'est mes premières recherches que j'ai pu faire, on va dire, après l'école Boulle et pour aussi intégrer les Beaux-Arts de Cergy. Donc j'ai commencé à travailler autour du son et on va dire comment matérialiser, comment voir le son. Et à un moment donné, à Cergy, il y avait aussi au-delà d'avoir un atelier de sculpture, il y avait un atelier de recherche sonore, enfin de création sonore. Et c'est là où, dès que j'ai ouvert la porte, en fait, on va dire qu'il y a un autre champ qui est arrivé, c'est la composition assistée par ordinateur. Voilà, ça c'est on va dire les débuts de mon engouement pour la matière sonore. T'as commencé à faire de la musique avec du coup des instruments acoustiques, puis le numérique, et comment s'est construit ton setup que tu utilises actuellement, enfin quel temps ça a pris, comment est-ce que tu as découvert et trouvé les choses? Bah, ça a mis beaucoup de temps, je dirais 10 ans, parce que ça va faire un peu plus de 10 ans que j'ai commencé à composer J'ai donc travaillé au tout début, on va dire, plus le système de micro à capter des sons tous les jours.
Parce que à l'époque, bon bah j'avais pas forcément d'argent et du coup, voilà, j'ai pris des micros parce qu'en fait à l'école il y avait ça, et c'est que il y avait des micros Zoom qu'on pouvait prendre ou des micros piezo et on avait un cours de compo, de field recording. Et puis de là, en fait, je me suis dit, ah ben, je vais enregistrer mes cymbales, toutes les choses que j'avais dans ma chambre. À l'époque, j'ai trafiqué. J'avais des lecteurs cassettes de ma sœur, des trucs qui datent des années 70, je sais pas, des choses. Je me souviens de la chaudière de mes parents, plein de sons comme ça, donc plutôt concrets, et que j'intégrais donc dans l'ordinateur. Et du coup, avec Ableton Live, je découpais des échantillons, soit je gardais les choses assez blocs, mais je retravaillais un petit peu les aigus ou certaines choses avec des EQ, mais je gardais les choses comme ça. Et puis je constituais, on va dire, des compos ou même des lives avec Ableton Live. Et je me suis acheté, donc on va dire, ben, des contrôleurs MIDI. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être des synthés que je devrais acheter, peut-être trouver d'autres choses, parce que j'avais envie de me, comment dire, d'avoir une liberté en live. Donc du coup, parce que l'ordinateur, c'est souvent, t'es un peu focus, même si t'as un contrôle MIDI que tu peux connaître un peu, et que je lançais des pistes, mais donc je me suis dit, parce que j'avais aussi intégré comment dire, une cymbale, des micros, un lecteur cassette, donc j'avais déjà des choses faciles à portée de main, pas trop cher. Et puis un jour, je sais plus, au bout de 2-3 ans, j'ai un pote qui me parle d'un synthé, voilà, une petite boîte, un standalone, un truc américain avec des switches et des boutons. Je dis, ah, il est pas mal ce truc. Il s'appelle comment? C'est Glamour Box. Moi, je l'ai acheté pour son nom, de la marque Skycord. C'est une petite boîte noire avec des petites pastilles là. Et, et du coup, c'est comme ça que c'est venu à avoir un énième élément. Et voilà, après, je me suis un peu concentré là-dessus. Parce que j'ai testé plein de trucs, lecteur cassette, d'autres choses, du no input, donc tu vois, et au fur et à mesure, dans le temps, donc dans les années ont passé, je me suis documenté, j'ai regardé ce que faisaient des fabricants, et pendant les lives, je voyais des gens qui travaillaient avec telle et telle machine, je dis ok, il y a le modulaire, voilà. Puis il y avait toujours ce côté pécunier, pardon, qui revenait, et puis surtout le ergonomique. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Et c'est pendant le Covid, j'ai découvert quelqu'un qui faisait encore une machine standalone, donc un boîtier avec qui faisait du drone et un peu de rythmique. Et puis je me dis tiens, il faut que j'incorpore donc de la rythmique. Donc je vais essayer de contacter, de voir s'il pouvait me faire cette boîte, Code du Drone, un français. J'essaye de rester avec des gens aussi qui font des choses un peu artisanales. Voilà, j'aime bien aussi les pièces pas uniques, mais j'aime bien les petites économies. J'essaye. Mais après, dans mon setup, j'ai des choses qui sont mainstream, maquis. Et donc petit à petit, on va dire, ça a mis. Il y a eu 5 ans où j'ai eu 5-6 ans où je suis vraiment resté avec l'ordinateur. J'ai incorporé des choses et puis ça fait, on va dire, depuis 2 ans que j'ai que ces boîtes autour de moi et l'ordinateur n'est plus là. Et aussi, c'est que je voulais un truc d'impro. Je voulais plus avoir l'ordinateur, même si j'aime beaucoup l'ordinateur pour certaines choses. Mais il y a tout ce truc aussi avec l'espace. Quand tu arrives dans un lieu, tu dois toujours faire comment dire, des balances. Et quand tu es avec ton ordinateur, il faut toujours des fois se prendre beaucoup de temps pour faire les balances. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de constituer mon propre instrument, même si il est un peu lourd. J'ai à la fois une reverb que j'utilise de temps en temps. J'ai une fuzz, graphic fuzz. Maintenant, j'ai incorporé un petit modulaire, un serge résonant, juste pour
relever certaines choses, mais c'est vraiment le rapport aussi à sculpter le son. J'ai essayé de trouver aussi des choses vraiment pour trouver des dynamiques différentes, jouer avec les reliefs. Donc tout ça, ça s'est constitué petit à petit aussi. C'est genre, je trouve une boîte à un moment donné, je sais pas, en 2019, et puis après, en 2020, je trouve autre chose. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, tu vois. Donc du coup, maintenant, j'ai, on va dire, ma pensée, on va dire, le setup, je vais pas dire idéal, mais que voilà, là, je suis assez content d'avoir quelque chose avec qui je peux jouer en direct. Donc il y a des parties rythmiques, oscillateur, quelque chose de versatile, plus noise, changement de dynamique, un peu de reverb, des choses qui donnent du relief avec le résonant. Et puis aussi jouer avec ma table de mixage qui permet de mixer tout ça, faire des sommations, des choses étranges qui arrivent par la superposition, l'ajout, t'enlèves, et puis un autre truc qui arrive, et puis des fois je suis étonné parce que je connaissais pas ce son, parce que tout ça c'est la magie du flux. Et puis aussi il y a l'espace, et puis les sound systems des salles qui jouent beaucoup, parce que quand t'es chez toi, t'as on va dire un spectre, et puis quand t'arrives autre part, ils ont des gros subs, bah, tu peux découvrir ta machine, et c'est comme ça. Et puis il y a d'autres choses qui apparaissent, et c'est ça l'inattendu, le jeu du live que je kiffe bien, enfin que j'adore, et puis les sensations du corps. Et comment est-ce que tu prépares tes lives en amont? Est-ce que, enfin, du coup, tu as dit que c'était improvisé. Est-ce que tu as besoin, ou est-ce que tu cherches à être vraiment en parfaite maîtrise, un peu contrôle de toute la situation, ou justement tu cherches à créer des lieux propices au dialogue entre toi et la synthèse, laisser les instruments parler Ouais, alors effectivement, même si je me dis que j'ai des intentions, alors je vais pas dire que je m'entraîne, mais effectivement, avant un concert, quelques jours avant, ou une semaine avant, voire même plus, si j'ai une nouvelle idée, un nouveau branchement, quelque chose que j'ai vraiment envie de pouvoir, en revanche, enfin, ressortir au public, j'essaie un petit peu de m'entraîner comme fait un violoncelliste. Il apprend un peu, voilà, où il a besoin de. Mais ouais, je laisse plutôt une grosse place à l'inattendu, et puis des réserves, ouais, et puis surtout jouer avec le moment, et puis avec la résonance du lieu, et puis l'énergie du public aussi, l'énergie de la salle, ça, et puis du sound system, ça me. Et puis, par exemple, 2 jours avant, t'as une idée, puis après, tu vas faire autre chose parce que il apparaît autre chose, et il y a l'humeur aussi. Et est-ce qu'il y a des endroits en France ou ailleurs où tu aimes particulièrement jouer? Qu'est-ce que tu attends d'une invitation Ah, alors, bah, je joue dans des milieux à la fois. Enfin, du moment que c'est chaleureux, moi j'ai envie que ça soit organisé, enfin, que ça soit humain, quoi. Moi j'aime bien quand le public est autour. J'aime être au même niveau que le public. Ça c'est vraiment assez rapidement j'ai demandé de jouer enfin, au même niveau que, parce que je prends vraiment le dispositif en compte. Il n'y a pas que moi qui fais ça, hein, mais moi j'ai besoin d'être avec. Je joue pas avec des retours. Ça c'est méga rare. Et s'il y a pas beaucoup de monde, bah tant pis. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a les gens autour de moi. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis les endroits où j'aime beaucoup jouer, bah, souvent c'est pas forcément des endroits où je joue souvent, parce que c'est exceptionnel, et parce que il faut être, c'est dans des lieux voilà, qui ont des. Moi, j'aime bien jouer dans des caves, donc c'est un peu bas de plafond. Enfin, en tout cas, c'est vrai que quand je prends mon pied, c'est quand il y a beaucoup de basses aussi. Voilà, c'est ça aussi. Je pense que quand il y a des basses, c'est chouette. Parce que on peut là pour le coup, mais je peux vraiment proposer un spectre joué avec mes machines, on va dire. Là je peux les triturer, et quand il y a juste deux boîtes stéréo,
Bah là, je dis, ah bon, bah je peux pas. C'est comme une palette de couleurs en fait. C'est qu'à un moment donné, ben il y a des couleurs qui passent pas parce que t'as pas de basse. Et si aussi le sound system est pourri, bon bah des fois ça crache tout de suite. Voilà. Ça m'est déjà arrivé d'arrêter au bout de 10 minutes. Et est-ce que la Villa Arson t'inspire? Est-ce que dans ce lieu, si tu devais créer une installation sonore, qu'est-ce que tu ferais? Ah ouais, là, ouais, là comme ça, je pense que je ferai une grosse install noise avec plein de basses dans le hall. J'essaierai d'écouter la fréquence la résonance du lieu, de faire une sorte d'étude acoustique en amont et de faire quelque chose, même peut-être de faire un micro-traitement, des choses un peu. Mais pas forcément avec beaucoup d'attirail, enfin faire quelque chose de simple aussi. Pas forcément avec non plus trop de choses, mais des choses précises. Voilà. Des battements, quelque chose. Tu travailles volontiers en collaboration avec d'autres musiciens ou artistes ou chorégraphes. Peux-tu nous dire comment ces collaborations s'articulent avec ton travail solo? Je travaille donc, oui, effectivement, en collab pour le spectacle vivant et puis pour des personnes qui font des films expérimentaux. Et du coup, là, je suis assez libre dans ces projets et c'est souvent ce que j'aime bien, c'est parler vraiment du projet, qu'on sorte de cette commande, on va dire, un peu spécifique. Et bah là, je teste des nouvelles choses que je fais pas forcément en live. Et ça peut être vraiment des choses un peu différentes en fait de mes compos perso. Enfin pour mon voilà, pas attitrer à quelque chose. Et j'essaie ouais, en tout cas de proposer une, une composition qui colle bien au projet avec le chorégraphe ou le vidéaste. Euh, du coup, tout à l'heure, tu parlais de ton rapport adolescent à la pratique de la batterie et du violoncelle. Et moi, je me demande qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais ado et est-ce que ça t'a mené quelque part musicalement? Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Et est-ce que tu te réfères à la musique et pas noise ou expérimental dans tes lives ou tes impros? Alors, effectivement, je j'ai pas eu une culture de la musique, on va dire, expérimentale tout de suite. C'est venu vraiment, on va dire, via l'intérêt du chant, de l'art sonore, enfin de la sculpture, sculpture, son, donc on va dire à ouais, quand j'ai commencé les beaux-arts, quoi, en fait, hein. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Mylène Farmer, j'aimais beaucoup Queen, je me souviens, mais ça, c'était peut-être même avant mon adolescence. Je sais qu'il y a des sons, quand je les écoutais, je les ressentais, il y avait vraiment des choses comme Radio Gaga, les premières notes, moi, c'est un truc qui m'a pris vraiment là. Et je sais que ce type de son un peu rond, même Klaus Nomi avec Cold Song ou un truc un peu lyrique, c'est des choses que j'ai pu, c'est des choses vraiment qui m'ont marqué. Donc c'est de la pop plutôt, hein. Pop culture. Enfin, je sais que quand je suis allé donc à l'école Boulle, donc à Paris, donc je prenais le RER pour aller faire mes études. Et je sais qu'on allait en boîte, on allait en club, plutôt au club queer, enfin donc on disait plutôt homo à l'époque, gay. J'allais au Rex Club et donc là c'est la techno, plutôt la techno, grosse techno. Et puis dance, enfin on va dire, ouais, j'écoutais Plastic Man, enfin Richie Houghton. J'écoutais Sextoy, Jennifer Cardini, Chloé, tout ce côté underground gay lesbien. Ça a beaucoup
voilà, c'était là, quoi. Et Electroclash, des choses, de musique Electroclash comme LCD Sound System ou Le Tigre, des choses comme ça. En vrai, les expériences club, je pense que ça compte pas mal aussi. Ouais. Je pense dans comment beaucoup de musiciennes ou de DJ découvrent le son et Ouais. comment on le vit. Euh, mais ouais, du coup, C'est vrai que moi, je pense que j'ai eu un. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, donc, et mes sœurs, parce que j'ai des grandes sœurs. Et moi, j'ai plus une écoute lecteur cassette vinyle. Ouais, moi, je me rappelle juste des clubs. Et après, effectivement, je suis allé voir Placebo. Donc, dès que j'ai pu me aller en concert seul avec des copains copines, je suis allé, oui, j'ai pas honte de le dire, ouais, il y a eu Placebo, il y a eu Radiohead, Muse, mais à l'époque, voilà, j'étais dans une école d'art, ok. donc il Et y a le passé, passé. voilà, On revient aujourd'hui. aujourd'hui. Ah oui, qu'est-ce que j'écoute Ouais, qu'est-ce que t'écoutes, et genre, comment. si t'as des titres, genre, qu'il y a dans tes playlists en ce moment. Est-ce que tu écoutes de la noise? Ouais. Alors moi j'ai découvert la musique, on va dire XP et tout, lors d'une expo. J'avais peut-être 22 ans au Grand Palais. Il y avait une exposition de Richard Serra et il y avait un acousmonium qui s'était mis pour cette expo. Et c'était Denis Dufour et puis d'autres gens qui spatialisaient des sons de je sais plus quelle personne. Donc ça, je me rappelle de ça. Et sinon, le truc qui m'a aussi marqué, c'était le mot physicalité qui est arrivé dans mon vocabulaire. C'est quand je me suis posé la question comment rendre physique le son. Et c'est Karkowski en fait, Zbigniew Karkowski, donc polonais. Il y a Merzbow, mais il y a un polonais. Karkowski et lui je sais que je l'ai plutôt écouté plutôt ouais, grâce à des compiles que j'avais trouvés et sinon actuellement est-ce que j'écoute de la noise. Ah si, j'adore Kevin Drum et lui j'ai eu l'occasion de le voir en vrai plusieurs fois. Karkowski malheureusement il est mort un peu trop vite, du coup j'ai pas eu le temps de le voir. Malheureusement, ouais. Mais moi, je suis assez. Ouais, j'aime beaucoup de Kevin Drum, Joe Collet. J'aime bien Francisco Merino. C'est un pote, donc j'aime bien ce qu'il fait aussi. Mais après, j'écoute pas forcément de la noise, mais j'écoute de la musique, on va dire. J'aime bien écouter des fois William Basinski, Nelly Furtado. J'avais pas trop honte de le dire. J'aime beaucoup Lana Del Rey. Pour certaines musiques, je t'avouerai que j'aime beaucoup certaines prods. J'aime beaucoup Plastic Man. Richie Houghton. Les choses un peu minimales aussi, j'aime bien. Eliane Radic, ça c'est un peu classique, mais bon, quand même. Ah oui, Aphex Twin. Ça c'est. J'aime beaucoup la cumbia, j'aime beaucoup l'Eurodance aussi, et puis Arca. J'aime beaucoup là par exemple j'ai Sheb Asni, le rail. J'aime beaucoup le rail et l'ambiance aussi. Mais c'est vrai que le rail, c'est pas souvent mentionné comme étant de la musique électronique. Alors que si. Que ça n'est. Bah ouais, parce qu'il y a la voix un peu enfin avec les effets de vocodeurs, et puis les synthés. C'est surtout quand on écoute des instrus de Asni où c'était produit en grande quantité quand même. Et c'est un instrument qui est très très prolifique. Et c'était aussi l'usage des synthés, des claviers plutôt au Maghreb. Et il y a vraiment un travail du son genre électronique que moi j'adore personnellement. Il y a des pioneer work. J'ai l'impression que tu as vécu la belle période, l'âge d'or du pulp par exemple. Ouais. Et tu pourrais nous raconter quelques souvenirs. Quand j'avais 16 ans, c'était quelle année? 2000.
Et le Pulp a fermé ses portes en 2008. Donc pendant 8 ans, j'y allais autant que je pouvais. Il y avait différentes sortes de soirées. C'était un club tenu par donc principalement des lesbiennes, la directrice et puis les barmaids. Et donc c'était ouvert pour les hétéros, les gays, tout le monde. Mais chacun un peu avait sa soirée. Et du coup, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait le mercredi, c'était plutôt électro-clash ou des formats de musique un peu plus froide, comme ou hardcore. Des fois, mercredi, jeudi, il y avait Manu Malin et il y avait Chloé, Cardini. Il y avait aussi des soirées, on va dire, où tout le monde pouvait être ensemble le vendredi, donc électronique, et le samedi, lesbienne totale. Donc, par exemple, un garçon, s'il voulait y venir, il pouvait, mais il fallait qu'il soit accompagné de plusieurs copines. Enfin voilà, en tout cas, c'était principalement pour les filles. Donc voilà, DJ set, moi j'étais devant DJ Chloé comme ça, à me dire waouh. Et puis je me rappelle de, voilà, c'est les premières sorties, les premiers amours, machin. Et la découverte de la sexualité aussi. Mais ce qui était cool, c'est que le Pulp était à côté du Rex. Donc par exemple, le jeudi et vendredi, j'allais au Pulp. Et bon, des fois j'allais le samedi, régulièrement, mais j'allais aussi au Rex. C'était à deux pas, hein. C'est comme si vraiment 10 mètres. Et là, gros sound système et autre ambiance. Et là, grosse sensation. Il y en avait au Pulp, mais voilà, c'était quand même peut-être un peu plus voilà, concentré, carré. Là, au Pulp, c'était vraiment on pouvait écouter du Dalida, plein de choses un peu aussi pop culture, disco. Il y avait un moment slow, je me rappelle de ça. Ah ouais. Ça, il n'y a plus par exemple, ça n'existe plus le slow. Enfin, de la musique vraiment, on dit slow quoi. Où on danse les uns contre les autres. C'est dommage, non? Enfin, en tout cas, il y avait vraiment, je crois que c'était à 4h du matin. C'était pas pour dire que ça se terminait, hein, c'était plutôt pour peut-être conclure ou un truc comme ça pour rapprocher les gens. Et après, on repartait sur un truc. Et il y avait beaucoup de. Enfin, je dirais des stars. Il y avait des gens connus. Rachida. Il y avait, ouais, même des comédiens, comédiennes. Il y a même Björk qui est venu. Il y a Peaches. Des gens connus de la scène queer de l'époque. Et t'aimerais bien jouer dans ce genre de soirée maintenant? Ah ben moi je trouve que moi je trouve que le club et la musique XP il devrait avoir plus de choses comme ça. Il y en a il y en a à Paris, il y a des choses. Enfin, il y a des soirées de temps en temps. Voilà, c'est au début il y a peut-être deux artistes plutôt XP et puis après club. Et ça, je trouve ça chouette. Ou même bon carrément faire du club et peut-être couper à un endroit d'XP quoi. Je sais qu'on m'a parlé à Marseille qu'il y avait un endroit que je connais de nom mais j'y suis jamais allé, la Méta. Et après, bon, à Paris, il y a la station Gare des Mines qui ose faire des prog boom boom club, mais un peu avant, ou des choses un peu weird. Et ça, ouais, j'ai déjà joué à la station Gare des Mines. Parce que je pense qu'on peut vraiment avoir. En plus, il y a de plus en plus de gens qui font ce genre de. Qui mêlent en plus dans leur setup à la fois une sorte de techno hybride qui peut vraiment. Voilà quoi. Aller dans un club. Peut-être que les auditoristes sont pas tous introduits à la musique expérimentale et à la noise. Est-ce que toi, il y aurait des
des titres ou des albums ou des projets, si je devais en nommer quelques-uns, qui peuvent permettre de peut-être mettre un pas dans l'écoute de ce genre musical. Et ben, il y a Merzbow, Karkowski, il y a la Archnoïde de Vomir, il y a Terrine, il y a ouais, je pense que après il y a aussi la revue corrigée, revue et corrigée, qu'on peut feuilleter aussi de temps en temps. Je l'ai acheté au tout début. Il y a CC, ouais, voilà. C'est un peu d'une niche hein, quand même là. Il y a Somaticae, voilà. Merci Meryl pour cet échange. Et merci Hélène et Ariski. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour les questions.